Grand angle consacré ce soir à la situation au Proche-Orient. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va se réunir dans quelques heures en urgence. La Ligue arabe exhorte Israël à cesser les bombardements sur Gaza. Mais d'un côté comme de l'autre, Israël et Hamas, pas question que les armes se taisent à l'heure qu'il est. Anthony Blinken poursuit sa tournée au Proche-Orient pour tenter d'éviter un embrasement régional. Et on assiste, semble-t-il, à une bataille diplomatique entre d'un côté les États-Unis et de l'autre les pays arabes et la Russie et la Chine qui tentent de faire entendre leur voix. Avec nous pour en parler, Sarah Daoud, bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques affiliée au Centre de recherche internationale CERI à Sciences Po. Vous travaillez sur le rôle notamment de la médiation des services de renseignement généraux égyptiens dans le dossier palestinien. C'était en tout cas votre thèse. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour est avec nous également. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Sarah Daoud, on commence avec vous. On a vu ces images de centaines de Palestiniens munis d'un passeport étranger, parfois français, parfois américains. Ils sont palestino-américains, palestino-français et d'autres nationalités. Ils sont donc à Rafah. Ils attendent l'ouverture de ce point de passage. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'aimerais juste vous entendre sur le fait qu'on ne voit pas non plus une marée humaine palestinienne affluer à Rafah pour partir. C'est quoi? C'est dû au refus donc égyptien d'ouvrir ce point de passage ou à la volonté des Palestiniens de rester sur cette terre? Oui, c'est vrai, on aurait pu s'attendre effectivement à ce qu'il y ait un rassemblement, un regroupement de Palestiniens et des pressions donc à la frontière pour l'ouverture du poste de frontière de Rafah. Au début des affrontements de l'offensive, il y a eu un certain nombre de personnes qui se sont rendues vers Rafah dans l'espoir de pouvoir quitter la bande de Gaza. Or, Israël a bombardé le poste de Rafah et par ailleurs la ville de Rafah, côté palestinien. Donc ça explique aussi pourquoi les gens se sont largement dispersés. Aujourd'hui, on parle effectivement d'évacuation des personnes étrangères de la bande de Gaza. Il semblerait que de ce point de vue, l'Égypte consente à ouvrir un corridor pour permettre à ces personnes-là de sortir. Un corridor également, et c'est ce qu'elle demande, c'est ce que l'Égypte demande depuis plusieurs jours, pour pouvoir acheminer l'aide humanitaire qui est concentrée aujourd'hui dans la ville d'Al Arish, dans la bande de Gaza. Mais pour l'instant, en revanche, pas plus que ça. En tout cas, pas l'ouverture pour permettre à tous les Palestiniens de la bande de Gaza de sortir. Et non, les Palestiniens de la bande de Gaza ne souhaitent pas, pour la majorité, rester sur place, étant donné l'étendue de l'offensive. Oui, Slimane, pourquoi le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi n'ouvre pas ce point de passage de Rafah? Alors, il en a donné une explication solennelle il y a quelques jours en disant que pour les Palestiniens, la tragédie palestinienne est liée aux questions d'exode. Il y a eu l'exode de 48 où 750 000 ont été contraints de quitter leur foyer. Il y a eu un deuxième exode en 1967, après la guerre des 6 jours, où 280 000 ont dû être contraints de fuir leur foyer. Ça fait 1 million en si peu d'années. Et que donc, ce que Sisi voudrait dire, et en écho au Hamas et à l'autorité palestinienne et à l'opinion publique palestinienne, c'est que le risque en quittant Gaza temporairement en principe pour se réfugier en Égypte, c'est de ne plus pouvoir revenir à Gaza, ce qui ajouterait un autre camp de réfugiés palestiniens au Moyen-Orient. Il y en a déjà 51. Et on va poursuivre cette page maintenant. Y a-t-il en ce moment une bataille diplomatique entre les États-Unis d'un côté et les pays arabes de l'autre? Tout d'abord, on va écouter Joe Biden qui a accordé un entretien à la chaîne américaine CBS. Il déclare notamment que ce serait une erreur pour Israël de réoccuper Gaza. On l'écoute. Je pense que ce serait une grave erreur. Ce qui s'est passé à Gaza, à mon avis, c'est que le Hamas et ses éléments extrêmes ne représentent pas l'ensemble du peuple palestinien. Et je pense que ce serait une erreur pour Israël d'occuper à nouveau Gaza. Mais il est nécessaire d'y aller et d'éliminer les extrémistes, le Hezbollah au nord et le Hamas au sud. Voilà une position américaine rappelée et martelée par Joe Biden. Slimane, juste un mot sur Anthony Blinken dans la région. C'est cette parole précise qu'il porte, mais tout de même, il a fait d'abord Israël, l'Égypte, le Qatar, l'Arabie Saoudite. Il est arrivé ces dernières heures à nouveau en Israël. Quelle est sa priorité à Anthony Blinken? Alors la priorité maintenant, après qu'il ait affirmé la volonté de Washington d'être aux côtés d'Israël dans l'épreuve, quoi qu'il en coûte,
Et quoi qu'il en coûte, justement, c'est maintenant la priorité de préserver les vies civiles palestiniennes, car toute campagne militaire, vu la densité urbanistique de Gaza, ne pourra pas ne pas sacrifier un maximum de civils, quelles que soient les précautions que prendrait l'état-major israélien. Donc, pour ce faire, il essaye de faire pression sur les alliés arabes de Washington. Vous le disiez, les Saoudiens, les Qatariens, les Égyptiens, les Jordaniens. Il a rencontré Mahmoud Abbas à Amman. C'est de les pousser à utiliser leur influence directe ou indirecte sur le Hamas pour préserver la vie des otages israéliens et les libérer en échange peut-être d'une libération des prisonniers palestiniens, mais en sachant que maintenant que les morts israéliens ne peuvent pas revenir, qu'il y a malheureusement et qu'il y a autant de morts palestiniens maintenant, une nouvelle guerre ne ferait que de nouvelles victimes et n'apporterait aucun progrès significatif dans la situation. En fait, Washington, après avoir montré ses muscles, veut découvrir la force maintenant de la diplomatie. Ouais. Sarah Daoud, habituellement, c'est l'Égypte qui obtient le cessez-le-feu lors des précédents conflits entre Israël et le Hamas. Cette fois-ci, on le voit, il y a plusieurs autres acteurs. Quelle lecture faites-vous du ballet diplomatique, pour ne pas dire de la bataille diplomatique à laquelle on assiste ? Effectivement, les services de renseignement égyptiens, cette fois-ci, ont été mis quelque peu sur la touche. Les contacts se font directement avec la présidence depuis le début de l'offensive. C'est-à-dire que le canal de négociation traditionnel pour aboutir à un cessez-le-feu de long terme, qui était normalement mené par les services de renseignement égyptiens entre le Hamas et Israël, n'est pas mobilisé cette fois-ci. Et au contraire, c'est davantage le Qatar, par exemple, qui est mobilisé pour faire le médiateur pour la libération des otages détenus par le Hamas, tout simplement parce que la plupart des cadres politiques du Hamas se trouvent au Qatar. Et aussi parce que ce qui se joue aujourd'hui entre Israël et l'Égypte, c'est un véritable bras de fer pour contraindre l'Égypte à ouvrir le point de passage de Rafah. Et je pense que le rapport de force est extrêmement exacerbé aujourd'hui entre les deux. Sarah Daoud, on apprend qu'un sommet sur la situation, je cite, des Palestiniens aura lieu samedi en Égypte, c'est dans 5 jours. Est-ce que vous diriez, précisément d'ailleurs sur un sommet régional et international sur l'avenir de la cause palestinienne, est-ce que vous diriez qu'à travers cette nouvelle guerre dans la région et ces nouvelles violences, les pays arabes reprennent le flambeau de la question palestinienne ? En tout cas, ils sont peut-être les mieux placés pour le faire. Pour ce qui est de l'Égypte et de la Jordanie, c'est évident puisque c'est des pays frontaliers, donc ils sont directement concernés. Pour ce qui est de l'Arabie saoudite, ce qui est intéressant, c'est que le processus de normalisation avec Israël a été gelé du fait de cette offensive. Le Qatar est extrêmement sollicité, mais aussi la Turquie. Je pense que, et la Jordanie aussi, hein, bien sûr, je pense que ce sommet-là, en l'occurrence, pour discuter de l'avenir de la cause palestinienne, qu'il ait lieu en Égypte, c'est certainement pas un hasard. Après, lorsque le régime égyptien évoque pour justifier son refus d'ouvrir le poste de Rafah, sa crainte de voir un déplacement de population des Palestiniens de la bande de Gaza vers le Sinaï, et c'est pas tant le militantisme ou la loyauté envers la cause palestinienne qui le motive, mais davantage un enjeu sécuritaire. Et puis, effectivement, l'Égypte ne veut pas se retrouver responsable de ces réfugiés sur son territoire. Alors, il n'y a pas que les États-Unis et les pays arabes dans cette crise. On va parler de la Russie et de la Chine dans un instant. Mais d'abord, Slimane, il y a un acteur dont on ne parle pas jusqu'à présent dans ce grand angle, c'est l'Iran, qui est un pays musulman, mais qui n'est pas un pays arabe. Certains ont accusé l'Iran d'avoir été derrière ces attaques du Hamas sur le sol israélien, qui ont fait 1400 morts. L'Iran, pas de discussion avec les États-Unis, il n'y a pas de canal. Du coup, comment ça se passe ? L'Iran discute avec la Russie, avec la Chine, avec l'Arabie saoudite aussi ? Avec l'Arabie saoudite, avec les Émirats, avec la Turquie. En fait, il n'y a pas de canal officiel. Ouais. Mais les deux gouvernements communiquent entre eux. Mais est-ce que la voix de l'Iran joue dans ce conflit ? Téhéran a menacé avant-hier Israël d'un engrenage régional, via notamment le Hezbollah au Liban, si l'opération militaire israélienne se poursuivait dans la bande de Gaza et en cas d'intervention au sol. Oui, alors, l'Iran, depuis une trentaine d'années, joue la même posture, c'est-à-dire comme le champion de la cause palestinienne. C'est vraiment une seconde nature, c'est une véritable géopolitique,
Mais est-ce que l'Iran va rentrer dans une guerre frontale avec Israël? Ce n'est pas envisageable. Est-ce que le Hezbollah lui-même va rentrer dans la guerre? Parce que le Hezbollah, en général, choisit lui-même le moment d'ouvrir des hostilités quelconques. Pour l'instant, il y a une grammaire, il y a une tradition entre les Israéliens et les Hezbollah. On accepte qu'il y ait des tirs d'artillerie d'un côté, qu'il y ait des bombardements de l'autre, mais on maintient un seuil de violence qui, jusqu'ici, le Hezbollah et Israël respectent scrupuleusement. Donc, il y a la rhétorique iranienne et il y a la pesanteur du terrain. Slimane, Vladimir Poutine s'entretient ce lundi, c'est ce qu'on apprend du Kremlin avec les dirigeants. La liste est longue. Israéliens, Iraniens, Égyptiens, Syriens et l'autorité palestinienne. Quel rôle veut jouer la Russie dans ce conflit? Alors, la Russie n'a pas les mêmes outils, notamment militaires ou économiques et financiers, comme les États-Unis. Mais là, d'abord, ce qui fait la force de la Russie, c'est d'abord une formidable capacité de nuisance, d'une part. D'autre part, la Russie est en train de se substituer au soft power américain dans la région. Elle a de très bons rapports avec la Turquie, quand bien même la Turquie est membre de l'OTAN. Elle a de très bons rapports avec l'Irak, avec la Syrie, évidemment, et le Liban, et même avec les alliés traditionnels des États-Unis, c'est-à-dire les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar. Elle a de très bons rapports. Et Israël aussi. Et Israël. Et même avec l'Égypte, les rapports ne sont pas aussi... Et les rapports avec l'Égypte traditionnelle se réchauffent. La Russie est en train de construire la première centrale nucléaire civile de l'Égypte. Sarah Daoud, Vladimir Poutine, c'est l'autre information, va rencontrer Xi Jinping mercredi, après-demain en Chine. C'est ce qu'annonce le Kremlin. On ne connaît pas le contenu, mais il est difficilement imaginable que le Proche-Orient ne soit pas évoqué. Pékin, après les attaques du Hamas, a une position plutôt équilibrée. Le ton a changé. La Chine accuse Israël d'avoir, je cite, dépassé le domaine de l'autodéfense et appelle Israël à cesser de punir collectivement Gaza. Est-ce que la Chine, d'après vous, peut peser? On sait qu'elle a joué un rôle de médiateur entre l'Iran et l'Arabie saoudite notamment. Alors de là, pouvoir jouer un rôle de médiateur, je ne pense pas, parce qu'il faudra encore que les interlocuteurs en question l'acceptent. Et par ailleurs, tout comme le rôle de l'Iran ou de la Russie, je pense que toutes ces prises de position s'inscrivent dans le rapport de force plus global avec les États-Unis. Et je pense que ce qui se joue véritablement, c'est un conflit interne dans les territoires palestiniens, dans la bande de Gaza et avec Israël avant tout, plus qu'un conflit à l'échelle internationale. Je ne vous ai pas entendu tout à l'heure, Sarah Daoud. D'ailleurs, j'ai oublié de vous poser la question, puisque votre travail précis et votre thèse était justement sur le rôle des renseignements militaires égyptiens, précisément. Est-il vrai, oui ou non, selon vos informations, que l'Égypte avait prévenu Israël des attaques sans précédent qui allait pouvoir se produire? Quelque chose, dit-on, d'inhabituel et de terrible aurait dit l'Égypte à Israël? Alors effectivement, ça a été démenti par Netanyahou lors d'une de ses allocutions, mais il me paraît tout à fait vraisemblable que les services de renseignement généraux égyptiens, qui sont en première ligne dans les négociations, qui par ailleurs connaissent très bien leurs interlocuteurs du Hamas, aussi bien les cadres politiques que la branche militaire, et pu avertir Israël d'une attaque imminente. Et si c'est le cas, et c'est d'ailleurs pour ça que Netanyahou a démenti, si c'est le cas, c'est grave, puisque dans ce cas-là, ça signifie que le gouvernement israélien a été sourd à ces alertes, et ça s'explique aussi du fait du contexte politique intérieur israélien, bien sûr, qui est en pleine ébullition. Mais dans tous les cas, si c'est le cas, effectivement, ce serait une erreur assez grave de la part du gouvernement israélien. Merci beaucoup, Sarah Daoud, pour ce décryptage et merci d'avoir été avec nous en direct dans 64 minutes. Merci, Slimane. On aura bien entendu l'occasion de poursuivre sur ce conflit israélo-palestinien dans nos prochaines éditions et bien sûr sur notre site internet et les réseaux sociaux de TV5 Monde.